Bonjour et bienvenue dans le monde magique des atypiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Clément Bergon. Bonjour Clément. Bonjour Émilie. Alors, on n'est pas à notre tour de chauffe tous les deux puisque je t'ai déjà interviewé lors d'un précédent, bah oui, je t'ai déjà interviewé lors d'un précédent sommet et je me réjouis de t'interviewer à nouveau. Et donc Clément, toi, donc tu travailles, tu es coach, ou tu accompagnes en tout cas des dirigeants d'entreprise, tu es auteur, tu es conférencier, tu es formateur. J'ai mon petit copion parce que la liste est longue, alors du coup, comme je suis sûre que j'oublie rien. Tu es formateur spécialisé en management, communication et performance professionnelle. Et donc, tu accompagnes les managers et les dirigeants à accroître leur leadership et la qualité de leur posture managériale. Tout à Tu es fait. créateur de la chaîne YouTube La Brève du Manager, vidéo Mm. très sympa que je vous recommande, hyper bien faite et en plus animée, enfin voilà, vraiment top. Et tu es numéro en francophonie sur ta thématique et auteur du livre Bon Manager Mode d'emploi, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, si je ne Ouais, m'abuse. c'était en janvier 2023, tout à fait. Il semblait bien que c'était ton dernier bébé. Donc, aujourd'hui, ben, on va aborder le côté vraiment professionnel, donc le côté de la différence en entreprise. Mm. Alors, je ne sais plus trop comment les appeler, plus on avance dans les discussions, dans les interviews, plus je me rends compte qu'il n'y a pas trop de jargon pour nous identifier. Donc, bah, on est humain déjà avant tout, ça c'est déjà une bonne définition. Je crois que pour Oui, démarrer, on va partir là-dessus. Et puis, voilà, on est potentiellement au potentiel et bas potentiel pour différentes choses. Donc, voilà, comme tout un chacun, HP, zèbre, surdoué. On est d'accord avec aucun jargon. On ne s'estime pas mieux que qui que ce soit, ni moins bien d'ailleurs, en l'occurrence. On est très bon dans des tas de choses et très ces trois petits mauvais des points fois dans dans des tas d'autres. de choses aussi, comme, comme tout un chacun, c'est ce qui est magique. Et donc, ben, sachant ça et partant de ce postulat, toi, tu accompagnes quand même pas mal de personnes. Alors, voilà, on va dire HP, tout confondu pendant l'interview, comme ça, on chipote pas. Donc, toi, tu as, quand même pas mal de personnes HP qui viennent te voir euh, Oui, tout à fait. pour, pour des challenges spécifiques bah, liés finalement en entreprise Mhm. enfin, à l'entreprise. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, te dire pourquoi est-ce qu'on vient voilà, te voir? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement voilà, et qui sont, je dirais, peut-être typiques aux managers qui ont cette spécificité-là? Alors, pourquoi les personnes atypiques viennent me voir? Alors, bien évidemment, je n'accompagne pas que des managers et des dirigeants atypiques, hein, il y a au potentiel particulièrement. Mais je dirais que s'il y a souvent je dirais un vecteur commun de cette demande d'être accompagné, c'est souvent lié à une incompréhension. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui sont au potentiel ont déjà des niveaux d'exigence envers eux-mêmes qui sont très élevés. Ils ont aussi des niveaux de compréhension, comme on le sait, il y a un fonctionnement de raisonnement qui est beaucoup plus en arborescence. Donc, je dirais, il y a des évidences qui peuvent apparaître quand on est au potentiel. Et donc, très souvent, il va y avoir une espèce de sentiment de frustration, d'avoir la sensation que finalement, nos équipes ne fonctionnent pas suffisamment vite. Elles n'ont pas la même logique que nous. Elles ne voient pas certaines choses que nous, on voit. Et comme en plus de ça, il peut y avoir ce perfectionnisme, et bien derrière, c'est difficile de lâcher, c'est difficile d'accepter que finalement les autres fassent les choses différemment que nous, par rapport à nous, de la manière dont nous on l'aurait fait. Et c'est difficile des fois de voir des actions, des choses qui sont réalisées avec un niveau d'exigence qui est inférieur au nôtre. Sachant que les personnes peuvent rarement avoir un tel niveau d'exigence et un tel niveau de perfectionnisme, parce que justement, il est à l'extrême. Donc, souvent, les problématiques pour lesquelles on peut m'accompagner, c'est ça, c'est-à-dire une espèce de sensation de vouloir contrôler,
d'être peut-être un peu trop pressant vis-à-vis de nos équipes. Les dirigeants et les managers qui sont dans ces situations-là voient bien que ça ne fonctionne pas, que ça crée des tensions, que ça crée des conflits, que ça crée voilà, une fuite de leurs équipes. Et par conséquence, ben, ils sont en recherche d'outils pour arriver à mieux s'adapter, à mieux comprendre le fonctionnement de leurs collaborateurs, pour avoir un management qui soit un peu plus efficace et en tout cas peut-être plus bienveillant, plus compréhensif au fait que bien évidemment on fonctionne tous différemment et qu'on n'a pas tous ce même mode de fonctionnement. Donc voilà, je dirais en effet les points communs que je peux observer. Et est-ce que, euh, est-ce que ça prend, alors, est-ce que le plus simple, c'est effectivement de switcher, d'augmenter quelque part sa carte du monde, c'est-à-dire de se mettre dans les pieds finalement de l'autre, de l'équipe, de quelqu'un qui ne fonctionne pas, peut-être pas avec 20 000 idées la seconde ou 20 000. Bah, on aime bien, voilà, on aime bien les casse-têtes. En règle générale, quand il y a un problème, on imagine 10 000 solutions. Donc, on a plutôt, je dirais, l'embarras du choix des solutions de notre côté. Genre, non, mais attends, hein, on va tester une par une plutôt que se retrouver devant un mur. Et je parlais la fois dernière à un dirigeant qui me dit, mais tu sais, moi, avant, il avait toute une équipe. Maintenant, il a choisi de travailler plus avec des entrepreneurs, hein, des externes, mais qui disaient, mais c'est fou parce qu'en fait, mes employés arrivaient dans mon bureau et ils arrivaient avec un problème. Mais en fait, ils repartaient sans. Parce qu'à partir du moment où ils franchissaient ma porte et qu'ils faisaient part du problème, ça devenait mon problème et plus le leur dans leur tête. Et donc, il avait mis Oui, une plaque, je pense qu'il avait mis une feuille sur sa porte en disant ne venez pas avec le problème, venez avec la solution. oui, oui, ça c'est en effet un classique parce que oui, il y a, comme on le disait tout à l'heure, il y a cette espèce de mécanisme, alors qui n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, cette pensée en arborescence, qui fait que la solution peut paraître évidente. En fait, face à une problématique, la solution ou les solutions peuvent paraître évidentes et on ne sait pas forcément pourquoi. Voilà. C'est juste qu'il y a un problème, et oui, mais c'est évident, regarde. Euh, et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui est souvent cause de frustration. Alors, ça apparaît souvent à l'école, c'est assez amusant. Ça apparaît souvent déjà à l'école. Allez, je vais donner un exemple personnel. C'est, par exemple, j'étais fâché avec les maths étant jeune. Ça allait mieux une fois arrivé à l'université. Mais tant que j'étais au lycée, en fait, il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'est que, en fait, ce qui était avant tout évalué, c'était le raisonnement. D'accord? C'était la logique de raisonnement. Et je me rappelle une fois où je me suis fait interroger, c'était concernant des problèmes en statistique, je sais plus, par ma prof de maths, qui était très énervée de ma réponse, parce qu'en fait, de vous à moi, j'étais en train de papoter. C'est pas bien, faut surtout pas faire ça, d'accord? Ah, Mais bon, j'étais ah, bien. j'étais en train de papoter quand elle m'a demandé, donc me voyant papoter, elle m'a demandé, elle m'a interpellé en me disant, Clément, alors quel est le résultat de ce problème? Donc j'ai regardé le problème, j'ai donné le résultat. Donc elle m'a dit très bien, quel est ton raisonnement? Et là, par contre, bug. Incapable de dire, ok, je vois le truc, je sais quel est le résultat. Je ne sais pas comment je l'ai eu, ce résultat. D'accord? Donc je lui ai répondu, mais c'est évident, madame. J'étais sincère. Elle m'a dit, oui, mais moi j'ai besoin de connaître ton raisonnement. Et je lui ai répondu de manière tout aussi sincère. Je lui ai dit, ben, en fait, madame, vous avez une masse d'environ 2 tonnes avec une trompe, de grandes oreilles et une queue. Entre un plafond, un sol et deux murs, vous avez un éléphant au milieu d'un couloir. Le résultat, c'est ça. Autant te dire, ça ne lui a pas beaucoup plu. Mais pourtant, c'était exactement la description pour moi de comment j'avais le résultat. C'est-à-dire, j'ai été totalement incapable de dire, je connais le résultat parce que, ah, là, et ça donne telle étape et telle étape. C'est juste, je vois le problème, je sais quelle est la solution. Et donc, en fait, jusque-là, je savais pas trop à quoi c'était dû. Ça a été plus tard que j'ai découvert qu'en effet, ben, il y avait ce raisonnement comment dire, en arborescence. Et ce qui était aussi finalement très bien de le découvrir plus tard, c'est que même mon fils a été, entre guillemets, repéré, en tout cas identifié comme étant HP, suite à des problèmes de frustration à l'écriture. Donc sachez-le, messieurs, mesdames, si vous avez vos enfants qui sont des fois avec une écriture crispée et qui s'énervent à écrire parce que ils ont du mal.
eh bien, sachez qu'il y a peut-être quelque chose, une piste à aller chercher, c'est que très souvent, les enfants qui sont à haut potentiel, eh bien, justement, il y a cette frustration parce que la tête est en bas de la page quand la main est encore en haut. Donc, ça ne va pas assez vite. D'accord? Donc, écrire, c'est quelque chose de frustrant et d'ennuyeux parce que ça ne va pas assez vite. Et donc, ça crée une frustration, parfois, dans l'écriture. Et donc, c'est un moyen d'identifier. Il peut y avoir, en effet, une situation de douance, entre guillemets. Mais pourquoi je te disais tout ça, c'est que finalement, si on transpose ça maintenant au monde de l'entreprise, si tu as en effet des managers ou des dirigeants qui en effet ont évolué ou ont créé des choses parce que justement ils ont cette capacité instinctive à aller trouver des solutions. Et donc, comme on le sait finalement, par exemple, si on prend l'exemple d'un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, pourquoi il gagne sa vie? Il gagne sa vie tout simplement en apportant des solutions en général à des problématiques. C'est-à-dire qu'il apporte des services ou il apporte des produits qui permettent de résoudre quelque chose ou de servir à quelque chose. Et donc forcément, quand on a ce côté instinctif qui permet de trouver les bonnes solutions, ben, ça va très vite. L'inconvénient, c'est que justement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que on est obligé de faire une démarche de compréhension. Alors, pourquoi une démarche de compréhension? Parce que tant qu'on ne sait pas, on est dans l'opinion. Alors, je vous demandais d'imaginer une échelle. Ah, Par ça va. exemple, à gauche, ici vous avez, alors à gauche, peut-être pour vous c'est à droite, je ne sais pas, mais en tout cas à ma gauche, vous avez ici le jugement. Alors le jugement, c'est quoi? C'est une opinion tranchée, d'accord, que l'on défend. Ensuite, vous avez l'opinion. L'opinion, c'est une croyance que l'on défend, d'accord, que l'on considère comme étant. Après, il y a une croyance. C'est un peu moins intense, vous voyez, en termes je dirais, d'implication, c'est-à-dire que la croyance, c'est quelque chose que l'on considère comme étant. Après, vous avez le doute. Puis après, vous avez l'apprentissage, la maîtrise et à l'autre bout, la sagesse. Pourquoi illustrer cela? Ça nous amène un petit peu à la deuxième méditation métaphysique de Descartes, pour ceux qui ont lu Descartes, qui nous disait Deis quo indubium revocare possunt, c'est-à-dire les choses Ah, que c'est ce l'on que je peut me dis chaque révoquer en matin doute, en me levant. tous les jours. Et il nous disait les choses que l'on peut révoquer en doute. C'est-à-dire, grosso modo, il nous dit l'important, c'est de rester dans le doute méthodique. D'accord? Autrement dit, pour faire simple, le jugement, c'est l'opposé de la sagesse. L'opinion, c'est l'opposé de la maîtrise. En bref, je ne peux avoir d'opinion ou de croyance que sur ce que je ne sais pas. Par exemple, je peux vous demander quelle est votre opinion sur l'existence des extraterrestres. Peut-être en avez-vous une, mais la vraie réponse est qu'en fait, vous ne savez pas. Vous avez un positionnement qui est lié à une croyance personnelle. D'accord? Mais à partir du moment où vous savez, vous ne pouvez plus juger. C'est possible puisque vous savez. Le jour où vous savez, vous êtes face à face à un extraterrestre, vous n'avez plus d'opinion. Vous avez quelque chose de clair, net et précis. Donc, vous pouvez avoir une opinion sur le fait que vous préférez la tarte aux pommes par rapport à la tarte aux poires, ça d'accord, mais c'est pas vraiment de l'opinion, ça c'est un ressenti, c'est-à-dire une préférence personnelle. C'est pas vraiment une opinion. Et ce que je veux dire par là, c'est que même pour des personnes qui sont HP, ce processus reste le même, c'est-à-dire que finalement, à partir du moment où je ne sais pas comment les autres fonctionnent, parce que notre réflexe à tous, c'est de considérer que les autres fonctionnent comme nous, même si c'est un réflexe erroné. Donc, tant que je pense que les autres, a priori, doivent fonctionner comme nous, eh bien, forcément, je vais être dans le jugement quand ils ne fonctionnent pas comme nous. Alors que le jour où je sais comment les gens fonctionnent, où je comprends les différences de fonctionnement, et que finalement, ces différences de fonctionnement sont une richesse incroyable, parce que c'est justement cette diversité qui permet de créer une émulation et de créer des choses extraordinaires tous ensemble, eh bien, dans ce cas-là, je ne juge plus puisque je sais. Donc, si je sais que telle personne, elle fonctionne comme ça, que ce qui la stresse, c'est ça, que quand elle n'est pas stressée, ses forces, c'est ça, qu'elle communique comme ça, qu'elle fonctionne comme ça, mais je ne peux plus la juger, puisque je sais comment elle fonctionne. Donc finalement, la première des étapes, c'est ça, c'est, et c'est souvent ce qu'ils viennent rechercher dans le cadre d'accompagnement, c'est arriver à mieux comprendre comment fonctionnent les autres, et en tout cas les différences de fonctionnement par rapport à eux, de manière à pouvoir avoir une posture plus adaptée et faire du sur-mesure finalement avec chacun de leurs collaborateurs, et pas être simplement dans l'attente de les autres doivent fonctionner comme moi parce que ça ne peut pas marcher.
Qu'on soit HP ou qu'on ne soit pas HP, ça ne marche pas. Donc, on est obligé de faire du sur-mesure. Et pour pouvoir faire du sur-mesure, il faut s'intéresser à des domaines qui sont la psychologie, la communication, tous ces domaines qui nous permettent d'arriver à mieux comprendre le fonctionnement de chacun. Oui, effectivement, bah, c'est très, enfin, c'est très riche et en même temps, c'est drôle parce qu'en disant bah, qu'on veut que les autres fonctionnent comme nous, alors on peut comprendre que c'est compliqué de comprendre qu'ils ne voient pas des solutions qui, pour nous, sont simples, limpides et en abondance. En même temps, ils ont plein d'autres atouts que nous n'avons pas. Et donc, en posant Exactement. aussi le regard sur, OK, en quoi cette personne nous complète quelque part le catalogue de compétences que fait une équipe, ça permet aussi de changer complètement le regard et de poser un regard différent sur les compétences de chacun et sur, enfin, je veux dire, si en même temps tu avec eux une équipe d'HP qui, voilà, c'est pas forcément complémentaire. On sait que voilà, la qualité d'une équipe, l'efficacité d'une équipe va aussi par les profils qui finalement se complètent habilement. Bien sûr, il y a un exemple tout bête. Alors, on est encore en plein dedans, en tout cas, c'est l'actualité, mais le championnat du monde de rugby, d'accord? Si on regarde une équipe de rugby, qu'est-ce qui fait qu'elle va fonctionner? Heureusement que c'est pas que des clones, Ah, avec tous le si même tu n'as gabarit. que des ailiers dans le pack, tu te fais dézinguer, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on C'est est pareil. obligé d'avoir, et c'est ça qui est fabuleux dans ce sport-là, c'est que finalement, chaque type de morphologie, chaque type de compétence a un rôle à jouer spécifique et finalement a son poste spécifique. Donc, et c'est ça qui fait la magie de cette émulation et cette efficacité, c'est que justement, chacun sait exactement ce qu'il a à faire, et ce qu'il a à faire est tout simplement en lien avec ses compétences les plus naturelles, qu'elles soient physiques ou par rapport à son entraînement, etc. Donc en fait, ce pourquoi il est naturellement doué, ben, c'est le poste qu'il va jouer. Mais c'est exactement ça finalement dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de mettre les personnes là où elles sont naturellement douées. Et Je... d'ailleurs, ça, oui, pardon, Ah non, vas-y. vas-y. D'ailleurs, ça me ramène à une notion que j'aime beaucoup. Tu vois, très souvent, on pense à travail égale torture. C'est le mot, Il y a ce côté, c'est trépalium, hein. Enfin voilà, c'est c'est. ça, c'est le fameux tripalium. C'est exactement ça. Alors, tripalium, les trois pieux, qui étaient un truc où on attachait les gens pour les torturer. Sauf qu'en fait, tu vois, là-dessus, il y a une espèce de remise en cause de l'origine linguistique de travail par tripalium. Parce que, en fait, travail, ça ressemble beaucoup aussi à travel et à traverser. Hein, ça c'est joli, ça j'avais pas encore entendu. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y aurait une autre étymologie potentielle qui est que le travail, c'est le voyage. C'est le voyage initiatique. C'est la traversée. C'est ce qui nous fait grandir. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de se dire, même tu regardes par rapport au travail de l'accouchement, ça donne une autre notion. C'est le voyage, c'est la traversée qui nous amène vers, entre guillemets, la vie, dehors du ventre de la maman. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli que la torture, même si c'est douloureux. Je ne remettrai jamais en cause le fait que l'accouchement soit douloureux, mais je trouve que la symbolique est quand même Je te beaucoup plus belle remercie et au que nom c'est de vrai que toutes c'est les un voyage. mamans, au nom de toutes les mamans du monde, je te remercie. On ne fait J'étais pas semblant en vrai, hein. j'étais à côté de ma femme lorsqu'elle a accouché de notre fils. J'ai bien vu, en effet, Ouais, et tu peux je témoigner, tu vous peux soutiens. témoigner. C'est gentil. Pour rebondir par rapport à ce qu'on disait, justement, ben voilà, ton exemple des maths, bon, moi j'avais la même chose. En fait, moi, je n'aimais pas la théorie, donc en fait, je partais de la réponse et je me dis, OK, qu'est-ce qui est vrai pour que ça soit vrai, en fait. Et donc, tu redécoupais à l'inverse, ce qui consiste en fait principalement à avoir un problème, te dire, OK, pour que ça existe, enfin, c'est l'écran blanc en PNL, c'est comprendre l'autre, et puis ça s'adapte finalement. Tu peux adapter ça à tous les Bien problèmes, sûr. à toutes les situations, à tout ce que tu veux. Et ce qui m'amène finalement, tu prenais l'exemple des maths, à dire, bah, tiens, justement, à te poser la question, est-ce qu'il y a des secteurs où tu as plus tendance à retrouver ce type de profil? Eh bien, étonnamment, c'est une très bonne question parce que je ne me l'étais même pas posée. Je te dirais étonnamment, non. Étonnamment, non. Euh, En tout cas, dans le monde de l'entreprise en général, j'en ai rarement vu. J'ai pas vu vraiment de différence. C'est-à-dire que
on trouve des personnes qui sont à haut potentiel, que ce soit dans les PME, les grands groupes, l'entrepreneuriat. Alors, il y a peut-être plus de personnes, si allez, statistiquement, je dirais qu'on en trouve peut-être plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ma prochaine question, ouais, on en a discuté. Ouais. Mm. C'est-à-dire que ce côté atypique et facilité peut-être de trouver des solutions, pour certains, hein, pas pour tous, d'accord, tous les HP ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais ce côté-là fait qu'il va y avoir peut-être aussi des fois un désir justement de sortir du cadre, de sortir du moule, dans lequel on peut parfois se sentir un petit peu à l'étroit. Donc, Très joliment dit, hein. et donc des fois, quand l'aquarium est trop petit, il faut aller dans l'océan. C'est Et ça. donc en fait, oui, peut-être que des personnes qui n'ont pas réussi finalement à pouvoir exprimer tout leur potentiel dans le monde de l'entreprise voient la solution au travers de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que oui, je dirais statistiquement, je verrai plus souvent des dirigeants d'entreprise HP et notamment des dirigeants des fois de TPE, PME qui ont à un moment décidé de se lancer dans l'aventure, même, je dirais, des solopreneurs, hein. Bon, même si j'accompagne pas, c'est pas mon cœur de métier, et parmi les entrepreneurs, solopreneurs que j'accompagne, que je rencontre, pardon, pas que j'accompagne, mais que je rencontre, je vois bien qu'en effet, là aussi, il y a une grande proportion, parce que il y a à un moment ce désir de liberté de pouvoir exprimer son potentiel qui parfois peut paraître un peu étriqué dans le monde du travail classique. Donc, Ouais, oui. parce que quand tu prends certaines caractéristiques quand même qui sont, alors je vais dire reconnues, mais avec des pincettes, puisqu'on sait qu'en fait tout est très flou finalement concernant cette thématique-là, tant au niveau des HPI, des HPE, aussi, voilà, les jargons, enfin tout le jargon qui tourne autour finalement, tout le vocabulaire, tout ce qu'on définit est quand même très, bah, étant donné qu'on touche à l'humain, bah, tout est très, voilà, il y a des écoles pour et des écoles contre, mais qu'on voit, disons, certaines caractéristiques qu'on a tendance à retrouver chez les HP, comme effectivement besoin de liberté, l'autonomie, le côté on n'aime pas trop les règles, alors surtout pas quand on ne comprend pas, voilà, en quoi elles consistent ou comment elles ont été créées. Le côté, bah, oui, effectivement, fonctionner à du 1000 à l'heure, mais ce qui veut dire aussi, je rigolais parce que lors d'une interview, on en discutait, qu'on peut faire voilà, 6 mois, enfin, voilà, faire une carrière d'astronaute pendant 5 ans et puis passer en danseur classique. Enfin voilà, et dans les passions, c'est pareil, et dans le sport, c'est pareil. Et donc c'est vrai qu'on a tendance en plus à être, et pour n'en citer que quelques-uns, hein, en plus on a tendance à, voilà, à être facilement jugé parce que tu t'attaches pas à un truc et voilà, et tout t'intéresse. Il y a le côté aussi, tout ce qui est, bah, comme tout nous intéresse, ben, on a tendance effectivement à aller à gauche et à droite, mais si tu as une entreprise, alors si tu as une fonction à la limite, je dirais que tu as un cadre. Et c'est là aussi, c'est là que je viens de chercher, c'est que est-ce que pour les entrepreneurs, justement, les dirigeants qui sont côté entrepreneurs que tu accompagnes, est-ce que cette absence quelque part de cadre, ou alors ils construisent directement quelque chose d'assez gros qui font qu'ils se mettent eux-mêmes leur propre carcan, mais à un moment donné, quand tu es curieux et que tu as tendance voilà, à faire en sorte que ton business te suive en fonction de tes passions, c'est quand même pas super facile de fonctionner sans cadre. Là où une société ou un job fait qu'au minimum, tu as un cadre qui te convient pas en fonction des jours. Mais est-ce que c'est un peu clair ce que je raconte? Il y a plein de trucs que je Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas qu'une seule réponse. Ah non, mais ce n'était pas le but d'avoir une seule réponse. En fait, voilà. Et en fait, parce que je vois divers cas très variés, euh, parce que là aussi, il y a des fonctionnements très variés. C'est-à-dire qu'en effet, par exemple, il y a une chose qui insupporte beaucoup. Tu parlais, en effet, du cadre, des règles, des habitudes en entreprise, etc. Je sais qu'il y a une des choses qui insupporte beaucoup les personnes HP dans le monde de l'entreprise, c'est notamment lorsqu'il y a des choses illogiques. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Euh, il y a, et notamment, par exemple, il y a un domaine où je sais que forcément, là, ça fait un peu fuir, c'est le domaine administratif. D'accord? Parce qu'il y a des redondances illogiques de tous les côtés.
Je me rappelle, je vais donner un exemple, mais je vois une fois, j'ai eu une espèce comment dire, d'audit assez intéressant. Et la personne qui m'a fait l'audit était extraordinaire, une femme exceptionnelle. Et quand à la fin, elle m'a demandé du feedback, je lui ai dit, bah, c'est vraiment, je tenais à vous remercier parce que vous avez été excellente et vous m'avez presque montré qu'il y avait de l'intérêt à cet audit. Donc, je tenais à vous en remercier. Et elle me dit, OK, elle me dit, c'est quoi l'autre partie du feedback? Je dis, ben, vous savez, quand je vais en entreprise, un de mes jobs, c'est aussi d'analyser dans mon mode de fonctionnement toutes les tâches redondantes, inutiles, et qui sont en fait une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent, une perte d'efficacité, une perte de tout. Donc, grosso modo, tout ça, c'est à fuir comme la peste. Et malheureusement, la problématique, c'est que là, je vois qu'il y a à peu près, en tout cas plus de la moitié du process, qui n'est pas de votre faute, puisque c'est un process administratif, mais en fait, plus de la moitié du process est inutile. Donc, on a juste la moitié à mettre à la poubelle pour que ce soit vraiment utile. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Mais il y a la moitié qui est utile. Voilà. Et disons que ça, c'est quelque chose qui peut paraître très, très vite insupportable pour une personne qui est HP, c'est-à-dire faire des choses qui apparaissent inutiles, redondantes, sans intérêt, c'est une torture. Une torture absolue. On peut rajouter dans la liste la quête de sens, hein, vraiment ce besoin d'avoir Oui, un sens, voilà, un sens, intensité, questionnement, réflexion, apprentissage, effectivement. Donc, dans la oui, mission, sauf si tu es payé pour améliorer les process, que tu vois l'amélioration des process comme un casse-tête en soi, ou tu as relativement les mains libres pour améliorer les choses. Ça, tout c'est à encore fait. ce que je vois comme, voilà. Et oui, et dans ce cas-là, oui, clairement, il va y avoir un vrai potentiel à exploiter. Mais par contre, faire des tâches redondantes qui n'apparaissent pas, qui peuvent apparaître sans valeur de croissance, sans valeur de croissance, mais qui sont justes parce qu'il faut le faire. Ça, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Donc, euh, on va dire que forcément, quand tu me parlais de cadre, je dirais que très souvent, les personnes en tant qu'entrepreneurs qui se lancent, parce que l'idée c'était derrière ça par rapport aux personnes aujourd'hui qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, très souvent, les entrepreneurs qui ont des profils HP et qui se lancent et qui fonctionnent, il va y avoir deux grands axes que j'observe. Soit en effet, ils vont avoir une activité qui va être très cadrée, mais une de leurs priorités, c'est de déléguer tout ce qui n'est pas leur rapport de valeur. C'est-à-dire qu'ils ont une idée claire de ce qu'ils veulent développer, mais tout ce qui ne les intéresse pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et eux, ils sont centrés sur leur rapport de valeur. Mm. Et là, ça fait des entreprises qui décollent à une vitesse grand V. D'accord? Parce que justement, l'apport de valeur est important. Tout est déjà optimisé dès le début et ça part très, très vite. Deuxième, deuxième axe, c'est justement ce côté poly-intérêt, ce côté, comment dire, oui, où finalement, j'aime tellement de choses que je veux gérer plein de choses, mais ça crée aussi des profils assez intéressants, où là, on va être plus sur des profils de solopreneurs, mais qui vont aller beaucoup dans, justement, dans le développement de plein de choses, plein de services, d'aide de manière générale, parce que comme ils sont doués pour gérer des problèmes et trouver des solutions à des problèmes, donc ils vont avoir ou informer, donner du contenu, créer du contenu de formation, parce que c'est des curieux invétérés. Donc en fait, ils vont souvent être brillants justement pour apporter du contenu, pour synthétiser du contenu, ou alors pour trouver des solutions à des problèmes dans plein de domaines. Et donc là, voilà, on va être plus sur des profils de soloprenariat à, euh, à multicasquettes, mais qui sont aussi tout aussi passionnants. Oui, c'est ça, mais c'est pas tellement, je crois qu'on a rarement, alors arrête-moi si je me trompe, mais on a rarement un problème de motivation en tant que. Non, oui, non, parce que comme il y a ce côté perfectionniste, grosso modo, à partir du moment où il y a l'envie d'atteindre quelque chose, c'est le fait de ne pas l'atteindre qui paraîtrait totalement illogique. Donc, je ne sais même pas si on peut parler de vraiment de motivation, c'est juste qu'à partir du moment où ça va être fait, ça va être fait et il faut que et ça sera bien fait. Parce Ouais. qu'à partir du moment où ça devient une frustration de ne pas le faire. Et Donc, quelque part, comme le sens est recherché dans toute chose, à mm, partir du moment où ça fait sens pour nous, ben, il y a de la motivation. oui, bah Puisque oui, ça. sinon, pourquoi le faire?
Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et non, mais parce qu'on parle beaucoup de trouver la motivation pour voilà la motivation, c'est quand même l'une des gros quand on voit le nombre de démissions silencieuses en entreprise. Voilà, ça c'est vraiment quand même une belle représentation de OK, what's the point de ce que je fais et je continue à aller au boulot. Mais je fais un minimum. J'ai plus trop de sentiment d'appartenance ni par rapport à la société ni par rapport à mon équipe. Voilà, je monte ma bouille, je fais ce que je dois faire, tu as tout ce qui est monkey management, hein, finalement, on se passe tout ce qui est patate chaude C'est et on ça. C'est ça. vraiment. Et donc, finalement, pour moi, la motivation, c'est une des grosses problématiques, un des gros enjeux actuels. Et pour moi, en tout cas, c'est intrinsèquement lié au sens. Si tu ne vois pas à quoi sert ce que tu fais, et souvent, tu as, cette Ah, coupure-là entre l'entreprise qui a une vision et encore, elle change encore parfois de vision parce que pour l'instant, le marché est en train de changer totalement et complètement. Et donc, tu as cette coupure, sans compter les silos, tu as cette coupure entre la tête et les exécutants, hein, appelons ça de manière binaire, qui font que finalement la communication ne passe pas et du coup tu comprends pas à quoi ça sert ce que tu fais. alors, tu viens de soulever quelque chose, tu parlais de motivation intrinsèque et c'est très important ce que tu viens de dire. Parce qu'on va faire simple, l'excellence est automotivée. L'excellence est toujours automotivée. C'est-à-dire qu'on ne devient pas excellent dans un domaine parce que notre patron nous le demandait. Mm. On devient excellent parce qu'on a envie de devenir excellent dans un domaine. Donc en fait, on rentre dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Tout à fait. Donc la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, hein, vous l'avez compris. La motivation extrinsèque, c'est la carotte et le bâton. D'accord? C'est la récompense ou la punition. Or, on sait qu'en termes d'implication, les études nous montrent que le niveau d'implication quand on est dans une motivation intrinsèque est 10 fois supérieur par rapport à la motivation extrinsèque, la carotte et le bâton. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la motivation extrinsèque, d'accord? Parce qu'elle a aussi son utilité. Mais en effet, lorsqu'on est sur les tâches qui demandent une véritable implication, c'est pas celle qui marche, la motivation extrinsèque. Pour faire simple, en résumé, on sait que la motivation extrinsèque, donc la carotte et le bâton, c'est ce qui va fonctionner le mieux pour ce qu'on appelle les tâches dites algorithmiques. Donc, les tâches algorithmiques, c'est des tâches rébarbatives, ennuyeuses, sans intérêt. Par exemple, si je vous demande de coller 500 timbres sur les enveloppes, ça ne peut pas forcément vous motiver, ça n'a aucun intérêt. Je fais Et une donc parenthèse, derrière, on est... ça renvoie à Tom Sawyer si tu vois l'histoire pour peindre Oui, sa barrière, tu vois. Ouais, exactement, c'est exactement. exactement ça. Et en fait, euh, si derrière je rajoute une récompense, là oui, peut-être que vous serez motivé. Par exemple, si je vous dis oui, il y a 500 timbres à coller, en contrepartie, je vous donne 1 000 euros, peut-être que vous serez motivé à coller les 500 timbres. D'accord? Mais l'inconvénient, c'est si je vous demande ça tous les jours, il y a peut-être un moment où vous allez en avoir marre, malgré les 1 000 euros. Et ce qui est amusant avec la motivation extrinsèque, c'est qu'elle stimule ce qu'on appelle les circuits de la récompense dans notre cerveau. C'est-à-dire que c'est les mêmes circuits que ce qui génère l'addiction, par exemple. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il va y avoir une habituation à la dose et qu'à un moment, il va y avoir une baisse de motivation et je vais être obligé de rajouter une dose supplémentaire de récompense pour remotiver. Au bout d'un moment, vous allez en avoir marre de coller 500 grammes par jour et je vais être obligé d'augmenter la récompense pour vous remotiver à le faire. Donc, par exemple, monter à 2 000 euros. Et c'est pour ça, par exemple, que quand vous recevez une augmentation de salaire, au début, vous êtes content. Et, 3 mois après, c'est juste normal. C'est votre salaire. D'accord? Pourtant, c'est le même salaire, donc plus élevé qu'il y a 3 mois, mais au bout d'un moment, il y a une habituation à la dose. La motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur, par contre, elle est la plus intéressante dans ce qu'on appelle les tâches heuristiques. Les tâches heuristiques, c'est celles qui demandent une vraie implication, une vraie réflexion. Donc, le, le- en fait, là, c'est tout simplement parce que c'est la tâche en elle-même qui devient source de plaisir. C'est le fait de trouver des solutions à cette tâche qui devient source de plaisir. D'accord? Et on sait qu'il y a 3 ingrédients qui vont stimuler la motivation intrinsèque. Et pour revenir très justement à ce que tu disais, il y a l'identification au projet, c'est-à-dire le sens. Ensuite, il va y avoir l'augmentation du niveau de maîtrise, c'est-à-dire est-ce qu'on a la sensation que cette tâche nous permet d'améliorer nos compétences. On progresse avec cette tâche. Et troisième, ça va être l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est pas forcément l'autonomie totale, mais est-ce que j'ai la sensation que j'ai quand même suffisamment les mains libres, que j'ai mon mot à dire dans ce projet-là? Et à partir du moment où j'ai ces 3 ingrédients, je peux générer de la motivation intrinsèque.
Et ce qui est absolument génial, c'est quand on prend les deux, motivation intrinsèque, motivation extrinsèque, on sait qu'en plus, la carotte et le bâton, donc la motivation extrinsèque, le fait d'aller stimuler les circuits de la récompense, ça nous empêche de devenir efficace. Sur des tâches qui nous demandent de la réflexion. Sur les tâches heuristiques, ça nous empêche de devenir efficace parce que le fait d'aller stimuler les circuits de la récompense, ça réduit drastiquement nos capacités de créativité. Bah, regarde TikTok, c'est comme ça que ça fonctionne aussi, hein. Tu n'as pas de Oui, choix à faire. Tout est imposé et c'est que des shoots. Et tu deviens addict, hein. Mais c'est prouvé c'est dans ça. l'étude, euh, Bien sûr. Oui, en effet, et on donc vient tu stimuler réfléchis ces plus, fameux circuits. tu suis. C'est ça. Et c'est pour ça que, par exemple, imaginez que vous ayez une énigme complexe à résoudre. Vous avez deux équipes. Une équipe où vous leur dites, si vous arrivez à résoudre l'énigme, je vous donne une récompense, allez, on prend 1000 euros, on va dire. Et une autre équipe où vous leur dites juste, vous avez une énigme à résoudre. Vous savez quoi? C'est l'équipe numéro 2 où il n'y a pas de récompense, qui va être plus en capacité de résoudre que l'équipe numéro 1. Parce que le fait de mettre une récompense, on a immédiatement réduit leur capacité de créativité. C'est amusant. Ouais, mais c'est extra quand enfin, voilà, il y a plein de bouquins. C'était quoi? Allez, c'était pas un bouquin super connu. C'est pour comprendre vraiment les circuits de la Ah, motivation. la vérité sur ce qui nous motive de Daniel Ouais, la Pink. vérité sur ce qui nous motive, quoi. C'est hyper. Excellent livre. Ouais, vraiment, j'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus, et ça te permet vraiment d'illustrer comment, en tant qu'animal humain, finalement, c'est ça, on Hmm. fonctionne, hein. Comment on est conditionné par toute une série de choses. Et vraiment, c'est très puissant comme livre. Et je trouve que voilà, ça questionne vraiment le fonctionnement même de la société, et de ce qu'on pense en entreprise, de ce qu'on croit. Et en revenant effectivement à cette motivation intrinsèque, ben en fait, si on passait un petit peu plus de temps à interroger les différents, voilà, les employés, les managers, etc., sur qu'est-ce qui les goûte Hmm. vraiment. Tu sais, je discutais de la fois dernière même de tout ce qui est RSE, tu vois, responsabilité Mhm. sociétale des entreprises. Donc, qu'est-ce que font les entreprises pour la société, etc. Et c'est très intéressant finalement de voir, parce qu'on parle là de motivation, on parle d'implication, mais quand on voit par exemple en termes de RSE, bah, beaucoup donnent de l'argent ou distribuent ce qui leur reste comme stock ou peu importe, et ils font des dons. Et je me posais la question, je dis, mais puisqu'ils demandent absolument que les employés soient plus impliqués, ce qui est logique en fait, on cherche Hmm. l'implication globale, pourquoi est-ce que plutôt qu'aller envoyer de l'argent, on ne met pas des employés qui vont effectivement partir en Afrique, aller déposer le restant du stock de livres, ou aller, voilà, que cet argent en fait se transforme en ce qui nous goûte le plus, à savoir une expérience ou une émotion. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a, alors il y a des entreprises qui le font très probablement, mais c'est vrai que ce serait bien que ce genre de choses se développe. De toute façon, si tu regardes, c'est assez amusant, c'est que dans les espaces finalement de créativité qui sortent du contexte habituel de fonctionnement des entreprises que souvent les plus belles idées émergent. Euh, si on regarde des entreprises, alors, on peut dire ce qu'on veut, mais des entreprises à la Google, par exemple, C'est celui que j'avais en tête. etc. Mais en fait, il y a un truc qui est génial, c'est qu'ils ont des budgets plantage. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont des budgets, ils ont quelques milliards là, qui sont prévus pour tenter des trucs dingues. Mhm. Ouais. Et ils ont, même avec des collaborateurs qui ont des temps libres pour Et je pense travailler que c'est sur des même un projets jour qui... par semaine, hein. Je crois que c'est un C'est jour par 20%, ouais, Ouais, c'est 20% ça, du hein. temps, en Ouais, effet. ouais. Donc, ils ont 20% de leur temps professionnel où ils ont le droit de travailler sur le projet qui les fait kiffer, sur lequel ils ont envie, qui n'a peut-être rien à voir Ouais. avec les autres projets qui sont en train de gérer au sein de l'entreprise. Et le truc, c'est extraordinaire parce que c'est souvent de là. Alors oui, il y a plein de choses qui tombent à la poubelle, mais par contre, c'est de là qu'émergent souvent les plus belles idées, les plus novatrices, parce que c'est à ce moment-là qu'ils osent ne plus faire du smart, tu sais, le spécifique, mesurable, atteignable, ambitieux, réaliste et dans le temps. Non, là, on leur dit, vous voyez le R, là, s'il vous plaît, mettez un I, devenez irréaliste, devenez fou, soyez créatif. Et en fait, si on regarde, c'est les personnes qui, finalement, apparaissent irréalistes aux yeux des autres, qui, en général, soulèvent des montagnes et atteignent la Lune. D'accord? C'est ceux qui deviennent champions olympiques.
c'est parce qu'ils ont eu ce rêve complètement fou et irréaliste de devenir champion olympique, alors que 99,99% de la population leur dit, mais c'est n'importe quoi. Non, mais eux, ils ont eu ce rêve fou. Et donc, autoriser chacun à réaliser ses rêves fous ou à travailler sur les trucs les plus fous auxquels ils pensent, c'est juste exceptionnel, quoi. Donc, en fait, si tu veux, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que qu'est-ce qui fait qu'on va avoir les plus hauts niveaux de motivation? C'est ça. C'est lorsqu'on va avoir cette possibilité d'aller développer notre plein potentiel et notre créativité dans quelque chose qui fait sens pour nous, dans lequel on a la sensation d'accroître et de se développer, d'être dans ce fameux voyage initiatique du travail qui nous permet de progresser dans le travel et qui derrière, dans lequel on se sent autonome, c'est-à-dire qu'on est libre de créer ce qu'on a envie de créer. Et là, waouh! Et tu sais quoi, c'est dans ces domaines-là, c'est-à-dire quand on apporte cette possibilité-là, ce cadre-là, notamment aux personnes qui sont identifiées comme HP dans le monde du travail, qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats. Mais pas que chez les personnes HP, de manière générale, chez tout le monde. D'accord? C'est chez tout le monde que ça fonctionne comme ça. Mais forcément, si vous avez des personnes qui ont une réticence naturelle et forte à faire des choses rébarbatives et illogiques, parce que pour eux, il y a une incompréhension, c'est pas logique de faire ça, donc pourquoi je le ferais? Donc vous savez qu'il va y avoir des freins, qu'il va y avoir des blocages, donc clairement, mettre une personne HP sur des tâches qui sont algorithmiques, en tout cas mettre l'essentiel de ces tâches en algorithmique, ça risque de poser problème, alors que justement, sa compétence majeure se trouve instinctivement dans l'heuristique. Et je rebondis sur ce que tu dis, je pense, pour faire aussi quelque part une généralité, c'est de dire que bah, ici, c'est vrai que la thématique, c'est les HP et ce avec quoi on fonctionne le mieux et moins bien. Mais en fait, chacun a des talents Bien sûr. pour faire au moins un talent qu'il a envie de développer, qu'il ose peut-être pas développer, mais qu'il peut développer. Et à partir du moment où on s'octroie cette latitude d'être pleinement qui on est, d'aller chercher notre talent indépendamment de la fonction, on peut le faire en tout et en partie. Parce que pour les HP, comme pour toutes les fonctions, tu as des trucs qui sont super pelants, parce que tu parlais d'entrepreneuriat, tu parlais qu'on n'aime pas les tâches administratives. Un entrepreneur, sans gérer l'administratif, je ne pas cher de sa peau, quoi. Donc, à un moment donné, alors certes, on crée des process de fous furieux, des fichiers, nanana. Et Ok, des tableaux Excel croisés ok. dynamiques. Moi, personnellement, faire mon admin, j'adore. Alors, je suis organisée à outrance, mais j'ai l'impression que ça fait de l'ordre dans ma tête, tu vois. Quand je classe mes trucs, tu fais ça, c'est bien. Tout est classé. Alors, tout est déjà classé, mais c'est envoyé. Il n'y a pas des petits papiers tissés, tickets resto. Voilà, ça, c'est bien, tu vois. Et donc voilà, donc à côté de ça, bah, c'est pas être entrepreneur, c'est pas top l'éclat tout le temps, parce qu'il y a un côté focus, il y a un côté quand plein de trucs t'intéressent, à un moment tu dois faire des choix. On sait que les HP sont pas spécialement les plus forts de toute l'histoire de l'humanité en choix, parce que l'être humain n'aime pas faire des choix. Et le HP captant 25 millions de trucs en plus, ben forcément, ça veut dire que tu n'as pas un choix entre X, tu as un choix entre X, Y, Z, exposant 3 fois 8. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus le piece of cake. Donc, je pense que dans ce qui ressort de ce que tu nous as partagé, finalement, c'est pas un secteur plutôt qu'un autre, c'est pas une fonction Non, plutôt qu'un autre, c'est pas du vraiment tout. les tâches, les activités, le sens de ce qu'on crée, ce vers quoi on tend. Et ce qu'on a dit aujourd'hui, finalement, ça vaut à n'importe quelle échelle, pour n'importe quel être humain. Et on le voit Bien dans toutes sûr. les entreprises maintenant et dans toutes les tendances du burn-out, de la démission silencieuse, de tout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est vraiment cette recherche du sens et de la motivation intrinsèque qui fait que pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que je suis en train de construire, comment est-ce que je contribue au monde, comment est-ce que moi je me nourris, mais en apprenant, en donnant la meilleure version de moi-même, ou en étant la meilleure version de moi-même, même si tu sais que certains jours, la meilleure version, c'est pas... voilà, c'est pas le top du top, mais c'est ta meilleure version du jour et d'apprendre finalement à jouer en équipe, mais de manière équilibrée, pas de manière dépendante, de ne pas attendre des gens, des autres qu'ils te donnent ce que tu ne peux pas te donner. Enfin, on revient sur la complétude qui est une de mes thématiques principales, mais là, on fait un gros détour. Mais Oui, je vois peut-être que tu as envie de réagir. je, Je je me, sais. je me-
J'aimerais réagir sur une expression, mais qui est beaucoup utilisée et que tu utilises très justement dans le monde du développement personnel, qui est la meilleure version de soi-même. Euh, En fait, j'aurais tendance à vous dire de devenir la version de vous-même que vous aimez. Ouais, c'est ça. La meilleure C'est-à-dire que, en fait. parce qu'il peut y avoir dans ce côté devenir la meilleure version de soi-même, c'est devenir, Obligation. c'est aller courir derrière cette obligation de performance, être Ouais, toujours ouais, mieux, toujours ouais, meilleur. Et il y a un moment, il n'y a plus besoin, en fait. C'est-à-dire qu'à ouais, un moment, à partir du moment où on est dans ce que l'on aime et que l'on fait simplement ce que l'on aime, on est juste bien, et peu importe, et les choses après évoluent et elles se déroulent comme elles se déroulent, mais mais on est juste dans l'épanouissement de ce que l'on fait au quotidien. Et comme tu disais très justement, il n'y a pas un domaine dans lequel on va trouver plus de HP ou autre. C'est vrai que oui, il y en a peut-être un peu plus dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais même dans l'entrepreneuriat, j'ai rencontré des personnes HP, je peux dire, par exemple, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de la mécanique, dans le domaine du bâtiment, dans tout ce que tu veux. Euh, j'ai en tête, là, par exemple, un cuisinier, mais comment te dire, c'est extraordinaire, extraordinaire. moi, Ou je veux alors, toujours bien rencontrer ou tester, hein, quand tu as des bons plans comme ça, si jamais tu as besoin, voilà, je peux y aller, je me déplace, hein. mais ou même dans la mécanique, t'imagines pas, par exemple, toute cette réflexion de comment optimiser un moteur, comment optimiser, c'est extraordinaire. C'est une personne qui est dans la mécanique de course, etc., etc. Et en fait, il y a pas il y a pas un domaine. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on met une capacité de raisonnement qui est en effet un peu plus rapide que la moyenne dans un domaine qui est une passion, mais vous avez comment dire, vous avez le meilleur comment dire, des environnements pour créer des merveilles. Et ça marche tout aussi bien dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous identifiez qu'une personne a un potentiel comme ça de résolution de solutions, de résolution de problématiques, à cette créativité, à cette pensée qui est plus efficace peut-être que la moyenne, il ne faut pas la cloîtrer dans un domaine justement où elle n'a pas à réfléchir. Au contraire, dans les domaines où elle a peut-être des solutions à trouver, qu'elle s'épanouira le plus. Et d'ailleurs, ça m'amène à quelque chose qui, je pense, très important à dire, même si c'est désagréable. Je préfère le prévenir à l'avance. Il y On est a, prêt. il y a une espèce d'effet secondaire qu'on peut très souvent voir chez les personnes qui découvrent une douance, et notamment qui découvrent une douance sur le tard. Et c'est quelque chose qui, souvent, il faut passer par là, entre guillemets, mais qui peut être très préjudiciable dans leur vie et pour leur entourage. En fait, beaucoup de personnes ont passé des années de leur vie à ne pas comprendre pourquoi on les considérait comme différents et à se sentir comme étant différents. Et on leur faisait sentir qu'ils étaient différents. Donc il y avait un truc bizarre, là, je suis pas comme les autres, que se passe-t-il? D'accord? Et des fois, il y a même eu des difficultés scolaires, des difficultés d'intégration, des difficultés sociales, tout ce que l'on veut, des difficultés amoureuses. Et en fait, un truc, je ne rentre pas dans les cases, qu'est-ce qui se passe? Et arrivé à un moment, sur le tard, on met un mot sur cette bizarre difficulté qui est vous êtes surdoué ou vous êtes haut potentiel. Et là, tout d'un coup, quoi? Vous êtes en train de me dire que je suis plus intelligent que les autres? Ah, merde, ça ne veut pas dire ça, d'accord. Mais souvent, c'est perçu comme ça, c'est-à-dire que il y a tout d'un coup ce truc-là de, grosso modo, toutes les personnes qui m'en ont fait baver pendant des années, qui m'ont traité d'atypique et de tout ce que vous voulez, grosso modo, c'est des gens moins intelligents que moi qui me traitaient de... C'est des gens moins intelligents que moi qui me dénigraient. Et donc, il y a une espèce certains, de revanche sur la vie au moment où le mot, où l'étiquette est collée là. De, ah, ben en fait, c'est eux qui n'avaient pas compris. Ah, c'est eux, finalement, qui étaient nuls. Et cette colère, cette revanche sur la vie fait que tout d'un coup, il y a ce côté de vouloir revendiquer une nuance. Oui, mais moi, je suis HP. Oui, mais moi, je suis... Et tout d'un coup, ça devient, si vous ne me comprenez pas, vous êtes nul. Si vous ne fonctionnez pas comme moi, vous êtes nul. C'est normal parce que moi, je suis HP. Et donc, ça amène à des postures.
qui en deviennent imbuvables, qui créent des conflits, qui créent des tensions, qui créent plein de problèmes. Et en fait, il y a un moment où il faut arriver à comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. Et que c'est juste, en effet, un mode différent de fonctionner. Et on est tous différents. Donc, on a tous des modes différents de fonctionner. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, en tout cas une question que j'aime beaucoup poser aux personnes qui sont, par exemple, imaginez un dirigeant, parce que ça, je l'ai eu, d'accord? Donc, par exemple, un dirigeant qui vient et qui s'énerve et qui est en conflit avec ses équipes parce que ils sont bêtes. Vous voyez l'idée? Ils sont bêtes, ils ne comprennent pas. Oui, mais moi, je suis HP. Qu'est-ce qu'ils sont lents? Insupportable, hein, ce genre de fonctionnement. Ça arrive. Et à ce moment-là, j'aimerais juste vous poser une question. Imaginez un ordinateur dernière génération, dernier PC ou dernier Mac, ce que vous voulez, que vous soyez PC ou Mac, je m'en moque, est perdu. Et vous imaginez un ordinateur plus ancien. Vous voyez les ordinateurs à disquette comme on avait à une époque. Allez, un Atari à disquette. D'après vous, qui est plus en capacité de s'adapter à l'autre? C'est l'ordinateur dernière génération qui est plus en capacité de s'adapter à l'Atari, ou c'est l'Atari qui est plus en capacité de s'adapter à l'ordinateur de dernière génération? Donc en fait, il n'y a aucune logique quand une personne se découvre HP à demander à son environnement de s'adapter à lui. Au contraire, il y a peut-être une vraie prise de conscience à avoir que justement, maintenant qu'on le sait, ça veut dire que oui, il y a une capacité peut-être d'apprentissage, d'analyse plus importante que le reste. Par voie de conséquence, c'est à celui qui a le plus de capacité de s'adapter aux autres. Et encore le plus de capacités, de certaines capacités. Donc là, De on certaines capacités, en effet. précise aussi qu'il y a une capacité d'adaptation parce que par définition, il y a plus de rapidité, il y a plus de, on tient plus de choses en compte. Et puis là, je crois, on en avait discuté dans une autre interview, une grosse capacité d'adaptation tout court, puisque depuis le début de notre vie, on fonctionnait différemment et on a dû s'adapter parce que justement, on a ressenti à chaque moment cette différence par rapport au groupe. Donc, c'est pas Oui, qu'on c'est un mieux ou c'est un moins bien, c'est que ce fonctionnement est pas, ne fait pas partie de la, voilà, de la majorité du fonctionnement, de ce qu'on considère être la norme. Donc, par mhm. définition, bah, on est un peu tous des caméléons qui avons Oui, d'abord appris à s'adapter et donc à ne pas non plus à ne pas se faire confiance, puisque par oui, définition, ce que nous on pensait notre manière de fonctionner n'était pas cautionné par l'extérieur. Donc dans ton exemple ici, il ne s'agit pas de dire que c'est un vieux ordi et les normopensants, si on les appelle comme ça, sont des vieux ordinateurs et on est des ordinateurs de compète, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ce côté adaptation et le côté on est né dedans. Donc par définition, il est plus facile pour nous de s'adapter. Et dans l'exemple que tu donnais, c'était vraiment la nana qui, effectivement, en a probablement, comme nous tous, ou une bonne partie, souffert toute sa vie de cette adaptation et de se dire de ne jamais se sentir raison. à la hauteur et de fonctionner sans masque en étant simplement elle-même. Dans un bon moment, avoir l'impression d'avoir la vignette, je suis plus intelligente. Bah non, c'est pas, enfin, la nana ou le monsieur dire, bah non, t'as pas compris, grand ou grande. C'est pas du tout ce dont il est question. C'est on fonctionne différemment. Ça peut être Différemment. mieux ou moins bien. Par contre, dans l'exemple que tu donnais, et ça, je tiens quand même, c'est quelque chose auquel je tiens parce que moi, ça me nourrit beaucoup, c'est pouvoir se dire, puisqu'on a une voiture plus puissante, ou en tout cas qui a besoin de plus d'essence globalement, ben, il faut pas, et c'est ce que tu disais dans les tâches un peu rébarbatives, c'est qu'il y a vraiment ce côté, il faut donner à manger à son cerveau. Et ça n'empêche pas la méditation, ça n'empêche pas d'être posé, hein. Je pense que Clément est un excellent exemple d'être. Enfin, moi, à chaque fois, ça me fait des vacances, à chaque fois que je t'entends. Voilà, d'avoir une énergie calme et en même temps de pouvoir gérer un gros moteur et lui donner suffisamment que pour arriver à ce côté calme, il faut, voilà, on aime bien apprendre, découvrir, expérimenter, créer. Mais pour arriver à cet état voilà, de zénitude, il faut cet état de créativité et de fonctionnement intellectuel, en fait. Et Et inversement. comme tu le disais, notamment, en effet, la méditation est un excellent outil pour apprendre justement à mieux gérer son flux de pensée. Amusez-vous à faire un jeu, tiens, un jeu Moi, assez j'aime amusant. bien les jeux. Dis-moi.
Si vous êtes ou non, ça marche pour tout le monde, euh, au potentiel, euh, essayez de visualiser l'objet que vous voulez. Allez, par exemple, une pomme. Essayez de visualiser une pomme. Et maintenant, je vous invite à essayer de voir combien de temps vous mettez un chrono, combien de temps vous arrivez à visualiser une pomme avant que cette visualisation ne soit perturbée par autre chose. C'est-à-dire combien de temps vous arrivez à focaliser votre attention consciemment, avant qu'il y ait une pensée de «Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je prépare pour ce soir? Ah oui, mais au fait, est-ce que j'ai mis pour les enfants? Ah oui, mais je... Non, stop. Ici. Combien de temps? En général, ça dure que quelques secondes. Si vous arrivez à tenir plus d'une minute, un grand bravo à vous. C'est que vous êtes déjà très, très, très doué. Mais en effet, on est en effet constamment, en tout cas naturellement, si on ne s'entraîne pas, si on n'entraîne pas notre cerveau, on est naturellement parasité par un grand nombre de pensées qui arrivent dans tous les sens. Et encore plus, en effet, comme tu disais, quand on a ce fonctionnement-là. Donc, la méditation, de ce point de vue-là, est un outil très précieux qui permet justement d'arriver à canaliser ses pensées. Et quand vous avez justement, imaginé que en fait, vous aurez un effet laser, c'est-à-dire que si vous arrivez à focaliser votre capacité de concentration, ça vous permettra d'atteindre notamment ce qu'on appelle les fameux états de flow. Je ne sais pas si vous connaissez les états de flow, mais c'est des états mentaux qui permettent de multiplier par 5, 500% d'augmentation de la concentration et de la productivité. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va avoir simultanément la sécrétion de 5 neurotransmetteurs à ce moment-là, et c'est le seul état où on a la sécrétion simultanée de ces 5 neurotransmetteurs. Et cette sécrétion fait qu'on va avoir une espèce de diminution de l'activité de notre cortex préfrontal. Et cette diminution fait que on va chanter notre connexion au passé et au futur. C'est-à-dire qu'on fait taire le et si et on fait taire les culpabilités, ce que vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, ne compte plus que l'ici et maintenant. Et c'est dans ces Et moments-là, d'ailleurs, qu'il n'y a plus d'espace-temps. c'est Tu sais ça. pas combien de temps tu es resté dans... C'est exactement ça. Et c'est fabuleux parce que quand on rentre dans ces états-là, on a tous connu ces états-là, d'accord? Vous savez, ces moments où vous étiez en train de faire quelque chose et tout d'un coup, le temps et l'espace disparaissent, vous ne faites plus qu'un avec la tâche que vous êtes en train de réaliser. Alors, beaucoup d'artistes, par exemple, on trouve beaucoup dans ce domaine-là parce qu'ils sont pris dans leur art, ou les sportifs, quand ils sont en train de faire du sport et qu'ils sont obligés d'être focalisés sur leurs actions. Mais l'idée, elle est là, c'est que finalement, si vous arrivez progressivement à entraîner votre capacité de concentration, à se focaliser, et en fait, grosso modo, petit à petit, vous allez devenir capable de créer des ancrages et de rentrer instantanément dans ces états de concentration intense. Et notamment, la méditation est un outil extraordinaire. Donc, oui, si vous avez cette tendance à avoir les pensées qui partent dans tous les sens, vous pouvez traiter ça, entre guillemets, naturellement et faire en sorte apprendre à calmer ses pensées, calmer ses angoisses, calmer tout ce qui peut venir avec aussi ces flux de pensée. Donc, pour compléter ton exercice, pour ceux qui sont peut-être moins visuels ou peut-être avant de faire la pomme, c'est de faire de la cohérence cardiaque pendant 5 minutes. Mm. Donc avec une vie qui monte et qui descend, et de mettre sa main sur son ventre. Parce qu'en fait, quand tu mets ta main sur ton ventre et que tu te concentres sur ta main, bah, tu ne sais pas et te concentrer sur ta main corporellement et imaginer 25 millions de choses. Mm. Donc, bah, ça m'a fait du bien cette petite interview. Écoute, merci mille fois pour toutes ces pépites. Bon, j'ai encore plein, 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 plein de questions. Tu t'en doutes, mais je pense qu'on a déjà voilà, abordé pas mal de choses. Bah, merci, merci pour cet état des lieux, pour tous ces exemples, les exercices aussi que je vous invite à faire. Merci Merci à toi, beaucoup, Émilie. Clément. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.